Bonjour à tous, nous continuons cette série sur les relations entre les Arméniens et Venise par un troisième épisode sur la profondeur historique de ces relations. Nous allons aborder aujourd'hui la question des relations interétatiques entre l'État arménien de Cilicie et la République de Venise et ses conséquences à Venise même. Dès la fondation du royaume arménien de Cilicie, par le sacre de son roi, Léon Ier, le 6 janvier 1198, des relations s'intensifièrent entre ce nouvel État et les républiques marchandes italiennes. Dès le mois de mars 1201, un accord commercial fut établi entre la République de Gênes et le royaume arménien de Cilicie en la personne de son roi Léon Ier. Ce privilège permettait aux Génois de s'installer dans toutes les villes du royaume, Sis la capitale, mais également les villes de Tars, Gorégos et Mopsuest. Puis, au mois de décembre de la même année, un autre privilège fut accordé aux Vénitiens. L'analyse comparée de ces deux privilèges montre leur réelle différence. Les Génois cherchaient à être un petit peu présents dans toutes les villes importantes de manière à pouvoir écouler au détail leur production et acheter les productions locales ou les marchandises d'importation qui se présenteraient. À l'inverse, les Vénitiens souhaitaient acheter en gros les marchandises issues du commerce caravanier d'Orient et particulièrement les caravanes venues d'Iran et d'Inde. À plusieurs reprises, le chef de la communauté vénitienne demande à pouvoir être présent spécifiquement dans le port d'Ayas, qui était le carrefour commercial du royaume. Ces privilèges portent sur trois points fiscaux, avec une réduction des taxes sur les importations, et les exportations et les échanges. Les Vénitiens sont libres de ce fait d'aller et venir partout dans le royaume et ils paient des droits de douane réduits à 4, puis 2, puis 1% de la valeur des marchandises échangées. Ensuite, il y a des privilèges territoriaux. À Ayas, les Vénitiens installent une église, des maisons et un fundouk, c'est-à-dire un entrepôt dans lequel ils stockent leurs marchandises. Et troisièmement, un privilège juridique, le chef de la communauté vénitienne est reconnu et a des droits spécifiques sur ses concitoyens. Ce privilège va être reconduit à plusieurs reprises entre 1201 et 1233. À l'époque du déclin du royaume, les relations avec Venise restent intenses. Ainsi, en 1345, le roi d'Arménie discute avec les émissaires vénitiens de la possibilité de faire une campagne militaire pour reconquérir le port d'Ayas, qui avait été conquis par les Mamelouks et qui était, rappelons-le, le cœur du commerce vénitien en Arménie de Cilicie. En 1369, Marie de Corégos, reine d'Arménie, discute avec les Vénitiens du meilleur candidat pour le trône d'Arménie. Enfin, le dernier roi arménien de Cilicie, Léon V, en 1375, au moment de la chute du royaume, est fait prisonnier par les Mamelouks et déporté en Égypte, où il va rester en captivité jusqu'en 1382. Et au moment où il est libéré, grâce au paiement d'une forte rançon par divers monarques européens, il va aller d'Alexandrie à Venise, et de Venise, il va aller en Avignon, où il va rencontrer le pape Clément VII. Les négociants arméniens profitèrent également à Venise d'un certain nombre de privilèges, privilèges qui en fait étaient symétriques des privilèges accordés aux Vénitiens par le roi d'Arménie. Ainsi, dès 1258, une église des Arméniens est attestée à Venise, d'après le testament du noble vénitien Marco Ziani, qui légua cette maison à la communauté arménienne de Venise. Ces derniers avaient le droit d'aller s'installer où bien leur semblait dans Venise, et avaient un cimetière propre sur l'île de San Giorgio Maggiore. Ce point du testament de Marco Ziani est confirmé par un autre testament rédigé en 1354, celui d'une Arménienne, Marie, qui était la gouvernante de la maison arménienne et qui souhaitait se faire enterrer au cimetière arménien de San Giorgio Maggiore. Par cet acte notarié, on apprend que la communauté arménienne se composait alors de négociants, d'un prêtre et d'un évêque. Cette église arménienne, construite au
XIIIe siècle, l'est dans le sestiere de San Marco et dans le quartier de San Giuliano. Elle est consacrée à la Sainte Croix, Santa Croce ou Surbrach, et va devenir le cœur d'un ensemble de bâtiments connus sous le nom de quartier arménien. À plusieurs reprises, la maison arménienne et l'église sont restaurées en 1496, 1510, 1520, 1689. Un témoignage exceptionnel est disponible pour le début du XVIIe siècle sur la communauté arménienne de Venise. Il s'agit de la mention d'un pèlerin arménien, Siméon de Pologne, qui vécut 2 mois et demi à Venise en 1608. Il écrit, et je le lis: Enfin, nous avons atteint le beau port, la célèbre et glorieuse et étonnante ville, l'île créée par Dieu, la magnifique Venise. Après 2 jours de voyage par mer, la glorieuse cité était de cuivre, visible, ainsi que son clocher, dédié à Saint-Marc, et d'autres églises. Nous y sommes restés 2 mois et demi car il y avait une église arménienne en pierre solide, avec des caveaux funéraires, des cellules, de grands espaces de vie, des réfectoires, des chambres pour les invités. Il y avait 2 apéras, un prêtre. Et nous avons rencontré 4 évêques qui étaient convertis au catholicisme. Il y avait 10 familles et d'autres qui étaient convertis. Cependant, il y avait beaucoup de marchands. Tout le monde trouve cette ville étonnante et merveilleuse, car bien qu'elle ne soit pas une île, elle n'est ni sur terre, ni sur la mer. Et un peu plus loin, il écrit: Cependant, à une distance d'1 mille de la ville, il y avait un étonnant et noble monastère appelé Surp Gevorg. Il s'agit de San Giorgio Maggiore, qu'ils appellent le monastère arménien, et où ils enterrent les Arméniens. Il y avait donc, en 1608, à Venise, une église avec un quartier composé de plusieurs appartements qui pouvaient accueillir une dizaine de familles, des marchands et le personnel ecclésiastique de l'église. Avec l'essor du commerce arménien de Nordjulfa, sur lequel nous reviendrons dans la prochaine vidéo, la présence des marchands à Venise prit un tout autre essor, car ces négociants de rang international firent de Venise une des portes d'entrée de leur négoce sur le continent européen. Ces riches marchands transformèrent cette modeste église en un somptueux édifice de type baroque vénitien, tout en conservant ses attributs arméniens comme les inscriptions au bas de la coupole et les murs, ainsi que la toile sur l'autel latéral qui illustre le martyre de Saint Grégoire l'Illuminateur et la conversion du roi Tiridate III. Cette restauration fut dirigée par 2 riches familles, les Mirman et les Serpos, dont le marquis Jean de Serpos reçut l'insigne honneur de voir sa pierre tombale placée sur toute la largeur du seuil de l'église. D'autres personnages de la communauté locale ont participé à cette restauration. Parmi eux, nous pouvons citer Nahabed Aguletsi, dont nous avons parlé, à propos de son édition des psaumes de David et de leurs commentaires en arménien vulgaire. Une dernière figure doit être évoquée ici. Il s'agit de Khachadur Arakelian Erzurumci, qui avait été l'auteur d'une grammaire parue à Livourne en 1697 et de plusieurs traités rhétoriques, théologiques et philosophiques. Le plus important est sa réflexion sur une sagesse globale en 2 volumes, paru en 1711 et qui témoigne d'une connaissance des principales sciences de cette époque, ainsi que d'une influence de la pensée française. Dans les années 1720, il devint le prêtre de l'église de Santa Croce jusqu'à sa mort en 1740, et à ce moment-là, après avoir lié une relation d'estime mutuelle avec Méquitard de Sébaste, il fit en sorte que, à partir de sa mort, l'église soit administrée par les pères méquitaristes qui venaient de s'installer quelques années plus tôt dans une île de la lagune. Nous y reviendrons la fois prochaine. En conclusion, nous pouvons observer que les relations arméno-vénitiennes se sont structurées dans un cadre interétatique au sein duquel les rois d'Arménie avaient autorité. Les Vénitiens souhaitaient être présents dans le royaume arménien de Cilicie afin de capter les flux commerciaux qui y arrivaient depuis l'Iran, l'Inde ou la Chine. À la chute de ce royaume, et même un peu avant, des Arméniens sont transférés à Venise, où toutes les facilités commerciales ont été faites pour les attirer.
Ils ont pu faire vivre durant 8 siècles une église et un quartier qui leur était réservé. Il y a là une capacité à durer et à s'adapter qui est absolument remarquable. Et on peut observer que l'église était financée par de riches négociants, majoritairement restés fidèles à l'église arménienne, et desservis par des prêtres majoritairement passés à l'église catholique. Et cette compréhension et cette tolérance mutuelle est sans doute la clé de l'extraordinaire pérennité du quartier arménien situé à Venise même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime. Un parcours de formation sur Venise et la tradition mikitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.